BFM Politique avec vous, Jean-Christophe Lagarde, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes député de Seine-Saint-Denis, président de l'UDI, c'était votre congrès ce week-end. Vous avez été réélu hier avec 90,4% des voix. C'est des scores qu'on ne voit qu'au Front National, à La République En Marche, parce qu'il n'y a pas d'adversaire. En l'occurrence, parce que j'étais seul candidat. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a une élection dans un parti politique... C'est pas très démocratique, ces chefs de parti qui se font élire sans adversaire. Pardon, monsieur Lemann, mais s'il y a deux candidats, vous dites que c'est le bazar et que c'est la division. S'il n'y a qu'un seul candidat, vous dites que c'est pas démocratique. Il y en avait 4 au Parti Socialiste, ça s'est très bien passé. La réalité, il y en a eu 4 la dernière fois lorsque j'ai été élu pour la première fois. Et puis, écoutez, il se trouve que ceux qui auraient porté un autre discours n'ont pas souhaité le faire. Et je ne crois pas d'ailleurs, parce qu'en fait, la spécificité de l'UDI, qui a été atteinte, comme tous les autres partis politiques, disons les choses, par les bouleversements de 2017, c'est qu'il existait dans notre famille politique des bagarres de personnes, des querelles, des anicroches, mais pas de différence idéologique. Si au Parti Socialiste, ils ont explosé à ce point-là, regardez Manuel Valls ou regardez Benoît Hamon, qui ne sont même plus au Parti Socialiste, c'est parce qu'ils ne pensaient pas la même chose. Si les Républicains sont en train de se décomposer, c'est parce qu'à l'intérieur, quelqu'un comme Xavier Bertrand ou comme Laurent Wauquiez ne pensait pas la même chose. Nous n'avions pas ce problème-là. Et finalement, ce congrès, il a permis, au-delà du score, qui effectivement peut donner ce sentiment, de marquer une nouvelle étape avec 2 éléments. La première chose, c'est que c'est un parti apaisé, pacifié, où enfin tout le monde tire dans le même sens. Je vous dirais d'une certaine façon, c'était le projet de Jean-Louis Borloo. Celui qui nous a rassemblés il y a 54 mois, vous savez, c'est un jeune parti, l'UDI, et qui souhaitait ça, qui nous a fait la bonne surprise et même le plaisir de venir nous voir hier. Alors, justement, je vous interromps parce que vous dites parti apaisé, très bien, mais je vous avoue, Jean-Christophe Lagarde, qu'on a parfois du mal à comprendre où est l'UDI. Est-ce que vous êtes dans l'opposition? Est-ce que vous êtes dans une majorité où vous joueriez un rôle de constructif? Franchement, on ne sait pas toujours où vous habitez à l'UDI. Eh bien, nous y venons, parce que non seulement il y a apaisé et la brouette de grenouilles que moquait François Bayrou, c'est terminé, tout le monde tire dans le même sens, ça nous change vraiment. Et deuxième chose, libéré. Non, mais ma question, c'était vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des réformes qui sont engagées, notamment. Libéré d'abord d'une alliance qui a duré près de 50 ans avec la droite. Cette alliance, elle avait une raison. C'était de combattre une gauche qui s'était alliée avec les marxistes. Et la dérive, on y reviendra sans doute, des dirigeants des Républicains fait que nous avons rompu cette alliance. Est-ce que ça veut dire que nous avons envie de reprendre des chaînes de l'autre côté? Nous avons la chance d'avoir été élus sans rien devoir à Emmanuel Macron. Ce n'est pas le cas, évidemment, des élus de La République En Marche ou même du MoDem. Mais nous voulons que ça fonctionne, nous voulons que la France réussisse, parce que c'est la vie des Français qui s'en trouverait améliorée. Et pour ça, il y a une attitude qui est peut-être un peu dérangeante, parce qu'on aime bien mettre les gens dans des petites cases dans la vie politique. Vous disiez, on a du mal. Écoutez, on va faire, et on fait comme chaque Français, on regarde chaque proposition et on juge chaque proposition. Alors justement, mais les centristes, vous êtes un centriste, vous le revendiquez, mais les centristes aujourd'hui, ils sont partout. Ils sont chez vous, ils sont au MoDem. En vérité, ils sont déjà au gouvernement. Peut-être que Emmanuel Macron est le chef de tous les centristes et vous êtes le dernier à l'ignorer. D'abord, tant mieux s'il y a de plus en plus de centristes. C'est pas un centriste qui vous dira le contraire. Mais pardon, moi je ne fais pas ça en fonction des étiquettes ou des petites cases. On revient à la petite boîte et je ne me laisserai pas enfermer dans une petite boîte. Pour dire les choses simplement, Emmanuel Macron porte un certain nombre d'idées que nous portions nous-mêmes. Je ne vais pas dire le contraire aujourd'hui. Lorsqu'il transforme le droit du travail, lorsqu'il dit qu'il faut changer et mettre le paquet sur l'apprentissage, quand il s'attaque à un grand tabou des syndicats, qui est en l'occurrence la transformation de la formation professionnelle qui est défaillante, nous disons ça depuis des années. Lorsque, pour la première fois, depuis longtemps, on a le président le plus européen, même si nous avons quelques différences avec lui sur ce point, on ne va pas se plaindre. Et puis quand il commet des erreurs, je ne suis pas obligé de les avaler, sous prétexte que je trouve bien une partie de ce qu'il fait. Justement, on va y venir à ces erreurs, parce qu'il se trouve que le gouvernement est en séminaire aujourd'hui. C'est le 5e séminaire en 10 mois pour Emmanuel Macron et son gouvernement. En gros, ce séminaire, l'objet, c'est voir ce qui va et ce qu'on pourrait mieux faire. Alors justement, qu'est-ce que ce gouvernement pourrait mieux faire? Vous avez fait la liste de ce qui va bien, de ce que vous pourriez soutenir. Qu'est-ce qui ne va pas? Non pas de ce qu'on pourrait soutenir, mais de ce qu'on soutient déjà. J'ajouterai d'ailleurs les réformes de l'éducation nationale, parce que nous croyons essentiel de reconstruire un ascenseur républicain. Ça, c'est ce qui, à vos yeux, va bien. Je vous rassure, je viens à ce qui ne va pas. La première des erreurs, c'est la CSG. La CSG, son augmentation, pesant sur les seuls retraités, est une erreur parce que c'est à la fois inéquitable et inefficace. Inéquitable parce qu'il n'y a pas de raison que la compétitivité française soit payée par une seule génération, en plus celle qui ne peut pas se défendre, parce que pour arrondir les fins de mois, elle ne peut pas avoir un deuxième boulot ou faire des heures supplémentaires. Et c'est inefficace pour une raison simple, c'est que le vice, entre guillemets, du coût de la protection sociale des Français, c'est qu'il ne pèse que sur le travail des Français, que sur les Français.
Ah, et la CSG, elle porte sur tous les revenus. Et nous portons, oui, mais c'est sur les revenus en France. Et nous portons, nous, l'idée d'un transfert de cette charge sociale, en moins en partie sur la consommation, ce qu'on appelle la TVA sociale. C'est par exemple ce que les Allemands ont fait il y a 20 ans, en 1997, 21 ans. C'est ce que le candidat de la droite voulait faire à l'élection présidentielle. Nous avions fini par les convaincre. Et il a été battu. Nous avions fini par les convaincre. Je ne crois pas que ce soit pour ça qu'il ait été battu, monsieur Neumann. Nous avions fini par les convaincre. Mais je veux continuer à convaincre les Français, y compris Emmanuel Macron. L'Allemagne, depuis 20 ans, fait payer une partie de sa protection sociale aux gens qui fabriquent des produits à l'étranger. Lorsque vous achetez une machine à laver allemande, vous payez une partie de leur protection sociale. Est-ce que vous trouvez que c'est sain que nous ne fassions pas la même chose? Ils s'en sortent mieux que nous. Donc je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à vouloir faire payer la protection sociale des Français qui est nécessaire uniquement par les Français, alors qu'on pourrait gagner en compétitivité et gagner en équité. Voilà quelque chose que le gouvernement devrait changer. Alors en revanche, sur la hausse de la CSG, Emmanuel Macron assume parfaitement, y compris les dégâts que ça peut causer sur les retraités. 60% d'entre eux vont être concernés. En gros, il dit il faut défendre d'abord et avant tout ceux qui travaillent. Ça, c'est un discours que vous pourriez défendre pour le coup. Non, je ne défends pas ce discours parce que je pense que l'objet initial, c'est de baisser le coût du travail. Et baisser le coût du travail, ça ne peut pas être porté juste par une catégorie de Français, mais ça doit être au contraire équitablement réparti. Donc, et là, ce n'est pas équitable. Quand un député de l'actuelle majorité, Éric Alauzet, pour ne pas le citer, dit que les retraités d'aujourd'hui, c'est une forme de génération dorée parce qu'ils ont connu l'époque du plein emploi, ils ont connu cette époque où, grâce à l'inflation, on remboursait son logement, l'acquisition de son logement en quelques années, il se trompe? Nous ne partageons évidemment pas cela. Et quand vous me posiez la question tout à l'heure de la majorité ou de l'opposition, vous voyez quelque chose qui ne peut pas nous permettre de dire nous approuvons la majorité. Et je vais même vous dire plus loin que ça. L'histoire des 80 km/h, qui dénote d'ailleurs une culture qui me dérange. Ramener la vitesse à 80 km/h sur l'ensemble des routes nationales. Ça veut dire faire une mesure uniforme partout pour combattre un fléau, et là-dessus le Premier ministre a raison, qui est la mortalité sur nos routes. Mais c'est une mesure qui, en étant uniforme, devient là aussi inefficace. Nous faisons une proposition parce que nous ne voulons pas seulement dire on s'oppose à ci, on veut proposer et permettre au gouvernement, en séminaire ou pas, d'essayer d'écouter. Je m'explique. Aujourd'hui, à 80 km/h ou à 90 km/h, il y a des routes qui restent dangereuses. Sur celles-là, il faut réduire davantage la vitesse. Et il y a des routes nationales qui, à 90 km/h, ne le sont absolument pas. Et donc, nous voulons confier la responsabilité aux départements, aux maires et aux préfets et aux sous-préfets d'aller regarder leur route en réalité plutôt que d'emmerder les Français avec une mesure générale. C'est formidable de faire une proposition constructive, mais alors pour le coup, on a un peu de mal à comprendre pourquoi ça suscite un tel débat. Parce que honnêtement, 217 morts sur les routes en février, 3600 morts par an et 25 000 blessés. Franchement, faire perdre 2 minutes aux automobilistes sur un trajet de 40 km/h, c'est un débat politique, ça? Mais c'est un débat politique même plus profond que ça de mon point de vue. Est-ce qu'il est intelligent d'abaisser de 90 à 80 km/h pour faire diminuer le nombre de morts? Aucune étude ne montre que ce sera efficace. Et d'ailleurs, le nombre de morts le plus important, ils sont sur des accidents qui ont lieu la nuit. Donc c'est la nuit qu'il faudrait baisser. C'est intéressant, parce que on a eu exactement le même débat au moment où on a on a rendu obligatoire la ceinture de sécurité, au moment où on a baissé la vitesse sur le périphérique parisien. Là, c'est plus la province, c'est Paris et la banlieue. Moi, je Donc ce sont toujours les mêmes débats. Ce n'est pas vrai. Vous essayez de généraliser quelque chose qui est très simple à comprendre. Il y a des portions de route dangereuses, c'est sur celles-là qu'il faut ralentir la vitesse. Il y en a qui ne le sont pas, ça ne sert à rien de ralentir les vitesses. Et on aime tellement en France des mesures générales qui s'appliquent partout, de façon absurde, à des situations différentes, qu'on se crée des problèmes nous-mêmes. On crée un débat. Je pense que la bonne décision, c'est de faire confiance aux pouvoirs locaux qui savent mieux que vous dans ce studio et mieux que moi à l'Assemblée nationale et mieux que le Premier ministre à Matignon, comment on doit réduire la vitesse et où on doit le faire pour garantir la sécurité et faire baisser la mortalité. On va parler dans quelques instants de la SNCF, notamment avec Edwige Chevrillon. Je voudrais vous parler de la fonction publique. Le 22 mars, la fonction publique sera dans la rue. C'est la deuxième fois. Il y avait déjà eu une première manifestation le 10 octobre. Il s'oppose au recours accru aux contractuels, la rémunération au mérite, un plan de départ volontaire dans la fonction publique. Est-ce que ce gouvernement s'en prend délibérément aux fonctionnaires? Et si c'est le cas, est-ce qu'il a tort ou raison? Alors d'abord, je ne le crois pas, mais je vais vous dire une chose. Faire une grève contre un plan de départ volontaire, on comprend ce que ça veut dire?
Un plan de départ volontaire, ça veut dire que vous partez si vous avez envie. Et contre la rémunération au mérite, et contre le gel du point d'indice. Vous venez de citer je veux juste, là encore, qu'on soit capable de prendre les sujets sujet par sujet. Faire une grève contre le départ volontaire, c'est faire une grève contre ceux qui voudraient... ça n'a pas de sens. Qu'on leur permette, je ne suis pas sûr que ça produise les résultats que le gouvernement en attend, mais qu'on permette à un fonctionnaire de partir volontairement comme dans des entreprises, je ne vois pas d'inconvénient à cela. La difficulté depuis des années en réalité, c'est qu'on ne redéfinit pas ce qu'est la partie de la fonction publique, c'est notre conviction, qui a besoin de la protection du statut de la fonction publique. Quand vous êtes policier, magistrat, enseignant, vous devez être protégé contre les pressions politiques. Lorsque vous êtes agent d'accueil dans une collectivité locale, aide-soignant ou autre, vous n'avez pas besoin de cette protection du statut. Regardez, je reprends l'exemple de l'aide-soignant. Selon que vous allez à l'hôpital ou selon que vous allez à la clinique, la personne qui aide à vos soins n'a pas le même statut. Au nom de quoi et pourquoi? Quelle utilité publique? Donc je pense qu'il y a une réflexion plus globale à poser pour dire, voilà, ce qui est la fonction publique que nous devons protéger contre toute forme d'influence, et ce qui est la fonction publique qu'on doit pouvoir assouplir, donc rendre plus dynamique, plus efficace, plus agile. Tout à l'heure, vous avez parlé de Laurent Wauquiez. J'ai écouté votre discours hier. Vous avez parlé d'une droite qui se renie avec Laurent Wauquiez. Vous avez parlé d'une dérive vers l'extrême droite des Républicains. Je voudrais qu'on écoute ce que disait Laurent Wauquiez à propos de la main tendue de Marine Le Pen. Écoutez. Tant que je m'occuperai de notre famille politique, il n'y aura jamais d'alliance avec Marine Le Pen. Les Français ont compris, au moment du débat du second tour de la présidentielle, qu'elle n'était pas à la hauteur. Et qu'à chaque fois qu'ils mettaient le bulletin dans l'urne pour Marine Le Pen, ce qu'ils récupéraient à l'arrivée, c'était une politique exactement inverse de ce qu'ils attendaient. Ouais, vous faites un mauvais procès à Laurent Wauquiez. Il est clair, il n'y aura jamais d'alliance entre les Républicains et le Front National tant qu'il sera à la tête de sa famille politique. Alors qu'est-ce que vous lui reprochez au juste? Je ne fais pas de procès, je souligne une dérive. Cette dérive, elle est claire. Et par définition, une dérive, elle est progressive. Mais elle est claire. Le premier acte, ça a été le refus de voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Même François Fillon, même Nicolas Sarkozy ont dit qu'il fallait éviter l'arrivée au pouvoir de Madame Le Pen en votant pour Emmanuel Macron. Pas Laurent Wauquiez, cet acte de rupture, il l'a choisi délibérément parce qu'il a une stratégie politique qui, de mon point de vue, effectivement, trahit les valeurs de la droite. À Lyon, quand on le voit, entre guillemets, débiné avec quelle violence verbale, semblable à celle de l'extrême droite, semblable à celle que vous reprochiez à juste titre à Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. On est dans une dérive. Et en plus, il l'assume. Il assume les mots, les propos, la violence. Mais sa stratégie est extrêmement claire. Il considère que son rôle à lui est de siphonner les électeurs du Front National. Il considère que son rôle à lui est, pour essayer de prendre des électeurs au Front National, de prendre le discours du Front National. Eh bien, moi je dis que c'est une dérive qui ne représente pas la droite. Lorsque Mme Morano explique sur des ondes que... la plus grande difficulté des prisons françaises, la chose la plus importante, c'est de savoir quelles sont l'origine des gens qui ont été condamnés. Même Marine Le Pen n'avait jamais osé dire quelque chose pareil. Donc, quand dans votre esprit, M. Mariani propose ce week-end, sur une élection législative partielle, quand lui, il propose d'avoir un accord avec le FN, global, et que finalement, ça ne fait pas plus réagir que ça. Il y a quelques années... Laurent Wauquiez a réagi, on vient de l'entendre. Oui, il a dit qu'il ne l'envisageait pas pour l'instant. Mais il reçoit bien volontiers le soutien pour une élection législative qui a lieu ce week-end du Front National, et c'est normal. Quand les discours deviennent compatibles, quand ils deviennent identiques, on crée des alliances électorales. Et c'est cette dérive-là. Et je veux dire une chose... Donc en gros, ce que vous suggérez, pardonnez-moi, c'est qu'en réalité, Laurent Wauquiez est en train d'aller dans le sens de l'histoire, comme ce qui se passe en Italie, comme ce qui s'est passé en Autriche, et qu'au fond, il est en train de préparer le terrain à un éventuel rapprochement entre les Républicains et le Front National. Bien évidemment, qu'en adoptant les thèses et les thèmes du Front National, Laurent Wauquiez favorise la porosité et donc l'accord politique entre eux. Et je veux dire une chose, la droite, ça n'est pas ça. La droite du général de Gaulle, la droite de Jacques Chirac, et même la droite de Nicolas Sarkozy, ça n'a jamais été ça. Jacques Chirac avait mis une frontière absolument infranchissable entre la droite et l'extrême droite. Il lève cette frontière. Et c'est ce qui la rend, cette droite-là en tout cas, totalement incompatible avec nous. Mais c'est ce qui crée aussi des difficultés à l'intérieur même des Républicains, parce que beaucoup de Républicains n'acceptent pas cela. Certains sont partis, d'autres essayent de se battre depuis. Nous travaillons à l'Assemblée nationale avec des députés qui se sont regroupés dans un mouvement politique qui s'appelle Agir, qui ont quitté les Républicains. Xavier Bertrand a décidé de s'en aller. On voit bien que Valérie Pécresse est en désaccord. Il y a des Républicains avec qui je peux travailler parce qu'ils sont compatibles. Ils n'ont pas trahi ni De Gaulle, ni Chirac, ni Sarkozy. C'est-à-dire pas
la vision de la droite qui est capable de ne pas être sectaire, identitaire, anti-européenne, comme malheureusement la direction des Républicains est en train de l'illustrer. Juste une dernière question très courte avant de céder la parole à Henri Vernet. Vous avez sans doute lu l'interview de François Hollande dans Le Monde. Il reproche à Vladimir Poutine de soutenir le régime de Bachar el-Assad et notamment d'abandonner d'une certaine manière les Kurdes à leur sort, alors que les Kurdes ont été d'un rôle extrêmement important pour débarrasser Raqqa de Daesh. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il faut défendre les Kurdes, en l'occurrence, contre les Turcs et les Syriens? Sur le fond, François Hollande a raison. J'avoue que j'ai du mal à entendre ces leçons parce que son inaction pendant les 5 années où il était au pouvoir ne lui permettent pas d'avoir l'autorité morale de le faire. Mais je suis à l'Assemblée nationale le président du groupe d'études sur les Kurdes. Qui sont les gens que M. Erdogan est en train de massacrer avec la complicité de la Russie et la complaisance malheureuse et à la fois des États-Unis et de nos propres pays. Ce sont ceux qui ont été nos alliés, que nous avons armés, que nous avons équipés pour nous battre contre Daesh, qui nous faisait la guerre à nous. Et c'est ceux-là qu'on est en train de laisser massacrer à Afrin. Et je dis effectivement qu'il y a une honte dans le traitement de la question kurde par l'Occident, un cynisme qui est insupportable, et puis qui pose une autre question sur la Turquie. Je l'ai déjà posée 2 fois dans l'hémicycle, mais personne n'y fait encore attention. Je pense que cette question est devant nous. La Turquie n'est plus notre allié. Elle fait partie de l'OTAN, mais elle n'est plus notre allié. Parce que quand vos alliés tuent vos propres alliés, vous avez quand même un sujet. Et tout le monde veut éviter de regarder ça, parce que la Turquie, qui n'est plus une démocratie, notamment depuis la répression, la Turquie qui a eu un jeu plus que trouble avec Daesh, qui désormais tue des gens qui étaient nos alliés, et qui est membre de l'OTAN, et qui fait chanter l'Europe avec le problème des réfugiés. C'est une question que tout le monde veut éviter, et qui est devant nous en réalité, et sur laquelle l'Europe ferait bien d'ouvrir les yeux et d'ouvrir la parole. Jean-Christophe Lagarde, on poursuit ce dialogue tout de suite pour accueillir Henri Vernet, notre confrère du Parisien aujourd'hui en France. Henri Vernet, je vous confie Jean-Christophe Lagarde, on va parler entre autres de réforme constitutionnelle. Bonjour Jean-Christophe Lagarde, oui, en effet, on va parler de cette réforme qu'envisage le président Macron. Elle était présente dans son programme. L'idée, c'est d'avoir un Parlement qui travaille, veut-il, de manière plus efficace. Alors il y a 3 grands volets dans cette réforme. Il y a la réduction du nombre de parlementaires, que ce soit les sénateurs ou les députés. Il y a la réduction, la limitation en tout cas du nombre de mandats consécutifs dans le temps. Et puis il y a l'instauration d'une dose proportionnelle. Mais la philosophie générale de cette réforme, est-ce que vous pensez qu'elle est là pour affaiblir ou pour renforcer le Parlement? Un de vos collègues, le député LR, Guillaume Larrivé pour ne pas le nommer, il dit qu'on tire au bazooka sur l'Assemblée nationale avec cette réforme. Quel est votre sentiment? Le discours du président de la République, c'est de la renforcer. Et nous, je veux le dire ici, avec mes amis parlementaires, avec le président du groupe au Sénat, Hervé Marseille, avec les 54 parlementaires que nous sommes, nous souhaitons une réforme constitutionnelle, une modernisation de nos institutions qui rende le Parlement plus efficace et plus réactif. Plus efficace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fasse moins de lois, qu'il contrôle en revanche davantage le gouvernement, l'application des lois? Et je vous remercie d'entamer le sujet là-dessus, parce que ce qui me désole, c'est de voir le débat se concentrer sur la réduction du nombre de parlementaires, la limitation du cumul dans le temps, ce qui est plaisant pour les Français. C'est populiste, mais ça ne changera rien au Parlement. La question centrale, alors que nous sommes en réalité dans une monarchie élective, parce qu'on élit le président de la République, Macron, et c'est le chef, et tous les présidents de la République qui se sont succédés. Donc lui, comme ses prédécesseurs. Comme ses prédécesseurs. Écoutez-moi, mais non, attendez, ce ne sont pas eux, ce sont nos institutions. Et c'est même la culture du peuple français, malheureusement, je le regrette, que d'élire un président de la République, et qui est aujourd'hui, de tous les chefs d'État occidentaux, celui qui a le plus de pouvoir entre ses mains et le moins de contre-pouvoir en face de lui. On a, depuis 1958, balayé le Parlement. D'ailleurs, on le conspue en permanence, à tort et parfois à raison. Et moi, ce que je souhaite, c'est que cette réforme-là, elle permette d'avoir un Parlement utile, un Parlement moderne. Puisqu'on a décidé que les parlementaires ne pouvaient plus avoir d'autres mandats, donnons-leur des responsabilités. Permettons-leur de faire des choses. Est-ce que je peux vous citer 1 ou 2 exemples? Allez-y. Regardez cette histoire folle qui fait qu'aujourd'hui, un groupe parlementaire, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, ne peut faire qu'une commission d'enquête par an. Alors on nous dit qu'il faut que le Parlement contrôle l'action du gouvernement. Vous avez le droit de faire qu'une fois par an? Et ça sert à quoi? Dans tous les pays et dans toutes les démocraties, vous avez la possibilité d'avoir plusieurs commissions d'enquête, parce que c'est fait pour évaluer l'action de l'État et corriger quand l'État se trompe. Mais deuxième exemple, il faut des moyens. Vous demandez du coup un peu plus de moyens. Par exemple, c'est vrai qu'un parlementaire américain ou même allemand a davantage de moyens. Or, vous avez cité tout à l'heure le mot populisme. C'est pas très bien vu de demander plus de moyens pour les élus. Oui, c'est vrai, mais moi
moi j'assume parfaitement. Alors on peut réduire, il faut le faire à mon avis raisonnablement, autour d'un quart le nombre de parlementaires. Pourquoi? Parce que si vous le faites, si vous réduisez trop, ça n'a qu'une seule conséquence, c'est pas les parlementaires. Le problème, c'est que le citoyen français, il a moins de chances de rencontrer son parlementaire. Si vous réduisez de plus d'un quart, nous allons avoir en France des députés qui vont devoir couvrir 2 départements. Dans ces départements-là, les Français n'auront plus accès à leurs députés. Vous êtes sur la ligne, pardonnez-moi, de Gérard Larcher, un député, un sénateur par département? Oui, je trouve que la réduction autour d'un quart, elle est raisonnable et elle permet de dégager des moyens pour que les parlementaires aient plus aussi de collaborateurs pour pouvoir être utiles et appliqués. Concrètement, ça veut dire quoi? 400 députés à peu près? Moi, je pense que, alors 25%, je crois qu'on arrive à 440, et que ça permet de couvrir correctement le territoire. Vous savez, 440, ce serait moins de députés que ce qu'on avait avant 1986. Donc c'est pas une petite réduction. Hein. Il y en avait à l'époque, je crois, 486 ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas une petite réduction. Il y a beaucoup plus de Français aujourd'hui, mais il faut faire attention parce que un Français qui veut pouvoir s'exprimer, il peut le faire bien sûr sur les réseaux sociaux, mais il verra jamais le président de la République. Il a une chance de voir son député ou son sénateur. On a intérêt à préserver ce lien pour que l'Assemblée soit utile. D'accord, donc ça, on l'a compris, vous êtes favorable. La réforme, elle prévoit également une dose de proportionnel, mais là, certains de vos amis, ou alors de vos anciens amis, par exemple les Républicains avec Gérard Larcher, disent attention, la proportionnelle, c'est une ligne rouge, il n'en faut pas, c'est l'instabilité, c'est favoriser d'ailleurs, entre parenthèses, le Front National sa présence au Parlement. Est-ce que vous, la proportionnelle, c'est important et surtout, quelle dose de proportionnelle demandez-vous? C'est d'abord un engagement du président de la République dans la campagne présidentielle, donc j'imagine qu'il a à cœur de le tenir. Et pour mis le curseur. Et pour tenir cet engagement, il ne faut pas que ce soit une fausse proportionnelle ou une proportionnelle anecdotique. Alors c'est-à-dire très concrètement, si vous êtes, comme on l'a entendu, autour de 10%, il faut toujours se méfier des rumeurs, de proportionnelle, c'est une fausse proportionnelle. On reprend les chiffres. Si vous avez 440 députés, et que vous avez 10% de proportionnel. Ça veut dire qu'il y en a 44 qui sont élus à la proportionnelle. Et si vous faites sur ces 44 10% des voix, vous allez avoir 4 députés. C'est-à-dire 1% des députés, moins de 1% des députés. Donc c'est une fausse proportionnelle, ça n'a pas de sens. Vous demandez combien? Nous nous proposons, avec mes amis parlementaires, avec notre formation politique, un système qui à la fois permette de dégager une majorité et qui permette de représenter les opinions. Dégager une majorité, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le scrutin uninominal à un tour. Vous obligez les gens à s'allier et celui qui arrive en tête a remporté l'élection dès le premier tour. Et à côté de ça, vous avez 20 à 25% d'élus à la proportionnelle qui permettent de représenter l'ensemble du champ politique. Parce qu'un Parlement utile et efficace, c'est aussi un Parlement où les opinions s'expriment à l'intérieur et pas à l'extérieur dans la rue. La maturité du débat démocratique, elle nécessite que le débat ait bien lieu à l'Assemblée, au Sénat. Mais pour ça, il faut que tout le monde puisse y être représenté dès lors qu'il représente un certain nombre de Français. Mais pardonnez-moi, vous défendez en fait votre précaré. En fait, les partis comme les vôtres, c'est le cas du Modem, c'est le cas de vous. Vous voulez continuer à jouer le rôle de parti charnière, bref, défendre votre précaré pour pouvoir faire les majorités, devenir incontournable pour faire les majorités à l'Assemblée. Nous n'avons pas le temps de faire un débat de spécialiste électoral, mais je vous demande quand vous voulez que le mode de scrutin que je suis en train de proposer, la proportionnelle, nous est défavorable à nous. Parce que l'essentiel des élus centristes le sont dans des bastions locaux où ils ont un certain poids électoral. Et que sur le poids électoral national, c'est plus compliqué. Donc vous vous trompez sur l'analyse électorale. Permettez-moi de vous le dire et je vous invite à déjeuner pour vous le prouver. Alors, ce seuil, vous en avez obtenu l'assurance, cette réforme. Est-ce que vous allez a priori la voter, vous voterez pour ou est-ce que vous pensez qu'il faut passer par le référendum parce qu'elle touche finalement au fondement, aux grands équilibres de la 5e? Moi, j'ai pas d'a priori. Je souhaite que le Parlement soit capable de l'adopter. Si ce n'est pas le cas, le président de la République ira devant les Français s'il le souhaite. Mais je pense qu'on peut être efficace si on s'écoute. Et très franchement, ce qui m'a marqué, c'est que lorsque le Premier ministre nous a reçus, il y avait une volonté de dialogue qui me semblait réelle. Maintenant, on verra à l'issue. Vous me demandez a priori. Non, c'est à l'issue du débat que je vous dirai si oui ou non. Mais un référendum, c'est gagnable sur un sujet comme ça. On dit toujours qu'un référendum, les Français j'ai deux points, par exemple, que je voudrais vous poser également. Je souhaite qu'on puisse faire plus de propositions de loi, parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui doit légiférer dans notre pays. Je souhaite que les commissions d'enquête que j'évoquais puissent avoir lieu. Je souhaite aussi qu'on mette fin à l'hypocrisie de la réforme de 2008, où il y a une ligne qui a été mise. C'est pas de la faute de Sarkozy, un peu, et celle de Hollande. On a mis en 2008 en place le référendum d'initiative citoyen. On est en 2018, 10 ans après. Il est inapplicable parce qu'on n'a jamais voté les lois qui permettaient aux citoyens d'intervenir dans la vie publique. Si on fait un bloc constitutionnel, il faut en profiter pour que les citoyens, mais qu'on n'ait pas peur de nos citoyens et qu'on leur permette d'intervenir dans la vie publique. On nous parle de nouveau monde à juste titre. Ben, si c'est un nouveau monde, il faut aussi qu'il y ait de nouvelles pratiques. Et dernière chose, je pense, j'ai suggéré par exemple, que au lieu d'avoir des tas de grands organes d'État
qui sont dirigés exclusivement par des fonctionnaires, qui ne rencontrent jamais à personne, que vous ne voyez jamais, que vous ne connaissez pas. On peut mettre des parlementaires et du politique dans la direction de ces choses-là. Je pense qu'il y a de grands organes d'État, de contrôle, de direction, je ne vais pas tous les citer ici évidemment, qui mériteraient qu'on y réintroduise de la politique pour avoir plus de pouvoir politique, un peu moins de pouvoir technocratique. Moins de techno, plus de politique, d'accord. Passons aux élections européennes. Dans un an, 2019, il y aura cette échéance, la première depuis la présidentielle. Est-ce que vous-même, à ce moment-là, vous irez, vous aurez votre propre liste, ou est-ce que vous serez tenté, voire séduit par Emmanuel Macron qui dit, lui, il veut une large majorité, en gros, qui irait, majorité en tout cas coalition, qui irait de Cohn-Bendit à Juppé pour simplifier. Réponse concise, parce que c'est la dernière question pour Henri. L'Europe, c'est pourtant le cœur de notre projet politique. Nous sommes des fédéralistes et nous défendrons l'idée fédéraliste devant les Français. Est-ce que nous devrons le faire seuls ou à plusieurs? On le verra. Ça, c'est le problème de la fin de l'année. Mais nous allons d'abord poser le projet. Et s'il y a des choses avec lesquelles nous sommes d'accord sur ce que dit Emmanuel Macron, et plus d'accord qu'avec la plupart des autres responsables politiques, c'est vrai. Sur l'Europe, c'est quoi? Il y a aussi des choses qu'il ne dit pas. Comme la nécessité, par exemple, de mettre fin au scandale du travailleur détaché. Parce que les contrôles, ça ne suffit pas. Il faut que chaque personne qui travaille dans un pays touche le même salaire, paye les mêmes protections sociales. C'est notre position. Donc là-dessus, il n'a rien obtenu parce qu'il s'est flatté, il s'est vanté. Il a obtenu plus de contrôles, mais il n'a pas pu résoudre le problème. On a besoin d'un parquet et d'un FBI européen pour lutter contre les terroristes et les grands trafiquants. On a besoin de mettre fin au culte ultralibéral de l'Europe. Parce que l'Europe, c'est pas un projet ultralibéral. Quand on a créé la PAC, quand on a créé la communauté du charbon et de l'acier, c'était même une politique dirigiste qui nous permettait de reconquérir nos souverainetés. Donc nous porterons ce débat quoi qu'il arrive. S'il y a d'autres gens pour le porter avec nous, tant mieux. Si nous devons le porter tout seul, nous le porterons tout seul. Et s'il faut que je m'y colle, je m'y collerai. Vous conduirez à la liste, autrement dit. Vous seriez prêt à conduire une liste européenne? Nous sommes prêts à tenir et à conduire une liste européenne, bien sûr. Merci Henri Vernet. On accueille tout de suite Edwige Chevrillon. Qui défend le fédéralisme européen et mettre fin à ce libéralisme échevelé. C'est difficile de vous arrêter tous les deux. Oui, mais c'est parce qu'on a des choses à se dire. À tout de suite. Retour sur ce plateau de BFM Politique, l'invité Jean-Christophe Lagarde. Je vous confie à Edwige Chevrillon pour parler entre autres de la SNCF. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Juste avant de parler de la SNCF, d'abord, tiens, j'espère qu'on aura des choses à se dire. Vous avez beaucoup de choses à dire à Henri Vernet parce que j'ai tapé politique économique de l'UDI et je suis tombée sur votre site sur une intervention que vous avez faite en mai 2016. Donc la politique économique, visiblement, il n'y a pas un programme économique très serré à l'UDI, non? Détrompez-vous, d'ailleurs il est effectivement en ligne il dénote en tout cas, il est censé l'être, puisqu'il avait été adopté lors d'un bureau politique à l'époque, peu importe. Mais il dénote un peu par rapport à ce qu'on en entend dire. Oui. Alors, on va parler de la réforme de la SNCF. Peut-être juste avant, vous avez parlé de la voie européenne de la France. Est-ce que le fait que le déficit public soit sous les 3%, la première fois depuis 10 ans, il sera même à 2,7, 2,8, si on en croit Bruno Le Maire, est-ce que c'est une manière de renforcer la voie de la France, alors qu'il y a des réformes européennes qui sont importantes, qui sont à mener? C'est d'abord une manière d'essayer de limiter notre surendettement qui est devenu chronique et qui nous a affaiblis, pas qu'en Europe, qui nous rend dépendants, y compris des grandes institutions bancaires. Mais c'est aussi, bien sûr, une façon d'être plus crédible quand on parle au niveau européen, parce que donner des leçons, exprimer des exigences quand on est soi-même le mauvais élève de la classe, évidemment, c'est pas possible. Donc là, vous soutenez vraiment ce que conduit un peu au forceps le président et le Premier ministre. La responsabilité budgétaire, c'est ce que nous demandons depuis 20 ans. Y compris parce que nous pensons que notre génération ne doit pas refourguer ses dépenses à ses enfants et du coup les faire vivre plus mal. Ça c'est simple, donc ce qu'il fait là-dessus, enfin en tout cas l'axe, l'objectif, nous le partageons. Après sur la façon de faire, il y aurait là aussi inventaire à faire. Il y a évidemment la réforme de la SNCF avec cette journée le 22 mars prochain. Est-ce que vous estimez que la méthode est la bonne, la manière dont essaye ou conduit, en tous les cas, le chef de l'État et le Premier ministre sur la SNCF, un peu une réforme à marche forcée, avec évidemment, comme chiffon rouge, le statut des cheminots. Est-ce que vous le soutenez, en tous les cas, dans cette conduite ferme? Oui, je le soutiens, mais je ne pense pas que ce soit une réforme à marche forcée. C'est en réalité une réforme bien modeste. Pardon, détaillons-la 2 secondes. D'abord, la SNCF deviendrait une société anonyme au lieu d'être un établissement public. C'est pour faire face plus facilement à la concurrence. Deuxièmement, la réforme du statut des cheminots que vous qualifiez de chiffon rouge, c'est pour l'avenir, c'est pas pour les cheminots d'aujourd'hui. On change rien pour eux. La date n'est pas fixée. Donc pardon, c'est exactement ce qu'a dit le gouvernement. Oui. C'est pour l'avenir. Donc grosso modo, ça reviendrait à faire grève pour que ces enfants aient le droit au statut d'aujourd'hui. Ça me paraîtrait un peu exagéré. Ils touchent même pas à
des avantages sociaux acquis par les cheminots, comme ce million de personnes qui ont le droit de voyager gratuitement à la SNCF et qui coûtent une centaine de millions d'euros. Je pense qu'au contraire, elle est progressive et assez raisonnable parce que le métier de cheminot a changé, le statut de l'entreprise doit évoluer, mais aussi parce que nous constatons qu'aujourd'hui, pour faire rouler un train en France, ça coûte 30% plus cher que partout en Europe. Que dans le même temps, on n'a pas investi sur les infrastructures. C'est pas la faute des cheminots, c'est la faute des différents gouvernements qui se sont succédés. Mais on n'a pas investi sur les infrastructures et ça pose des problèmes de sécurité. Donc je crois que l'entreprise doit évoluer. Et pour dire les choses comme elles sont, un peu plus de mobilité dans les tâches assumées par les cheminots, c'est sans doute un grand gain économique, financier pour cette entreprise, pour que nous voyageons moins cher et plus en sécurité. L'ouverture à la concurrence, vous êtes favorable, donc d'abord éventuellement des régions, les trains, les TER, et éventuellement ensuite sur les trains à grande vitesse. Est-ce que vous êtes favorable? Est-ce que vous trouvez que c'est peut-être ça qui fera évoluer justement la SNCF? Eh bien, je ne le crois pas, mais c'est une décision qui a été prise il y a déjà des années. Ouais. Moi, je n'étais pas favorable à ce qu'on ouvre à la concurrence, ou plus exactement à ce que la transformation de la SNCF, elle se fasse sous cette pression-là. Mais vous savez, la concurrence, c'est pas le fait qu'il y ait des trains d'autres sociétés qui pourront circuler sur nos rails. La concurrence, c'est de la loi Macron quand vous ouvrez les bus et que des gens renoncent au train parce que c'est trop cher et qui vont dans les bus. Donc l'avenir de la SNCF, ça peut pas être dans l'immobilité, dans l'immobilisme. Et si les syndicats, j'entendais l'autre fois, il y a pas très longtemps, les responsables de la CFDT, si les syndicats ont des choses à apporter, qui ne soient pas le conservatisme, on fait comme avant, on touche à rien, parce qu'on sait qu'en paralysant le pays, on a beaucoup de chances d'éviter d'avoir nous-mêmes à nous réformer, et ben si on peut avancer, tant mieux. Mais le gouvernement ne doit pas rester au milieu parce que sinon, il serait dans une lâcheté qui conduirait à la mort de la SNCF face à la concurrence qui arrive. Est-ce que ça veut dire que vous allez voter la loi d'habitation qui va permettre les ordonnances qui vont permettre la réforme de la SNCF? Moi, j'attends toujours de voir une loi avant de la voter, mais a priori oui. Juste un mot, parce que je pense que la transformation est nécessaire. Juste un mot sur cette grève qu'on a dit créative, de 2 jours de grève sur 5 jours de travail, c'est ça. Vous en pensez quoi? C'est pas une grève créative, c'est la façon de ne perdre que 2 jours de salaire en mettant le bazar dans l'entreprise 5 jours sur la semaine. Et sur une durée de 3 mois. C'est habile de la part des syndicats, mais plus que de l'habileté, je pense qu'on doit attendre de la responsabilité, des capacités de proposition qui ne fichent pas la situation. Parce que sinon, vous savez, à la limite, ce que je pense, c'est que si Macron avait été lâche dans cette affaire, il laissait la SNCF filer, la concurrence arrivait, et la SNCF s'effondrait. Il essaye de faire en sorte qu'on garde cet outil en la transformant. Alors, vraiment progressivement, comme je dis. Toucher au statut des cheminots uniquement pour les nouveaux recrutés, on ne peut pas dire que ce soit une attaque massive. J'entends déjà la logorée, excusez-moi, j'entends déjà la logorée de la CGT des cheminots depuis des jours et des jours. Privatisation, c'est un mensonge. Attaque contre... Mais non, c'est une évolution. Regardez quand même cette déclaration de numéro 1 de la CFDT, puisque vous citiez à l'instant la CFDT, Laurent Berger. Il dit à propos de la pratique du pouvoir, et justement c'était à propos de la SNCF. Je crois qu'une pratique du pouvoir trop verticale, en faisant fi des corps intermédiaires, trop souvent, ce n'est pas durable. Et vous avez raison de bien souligner que Laurent Berger, il était plutôt sur la manière que sur le fond. Ouais. Alors il y a des élections à la SNCF l'an prochain, donc il faut attention. Et je pense que là-dessus, il n'a pas tort, et que le pouvoir actuel doit se méfier d'une chose. Tous les pouvoirs, quand ils arrivent, et ça rejoint une question que vous me posiez tout à l'heure, tous les pouvoirs, quand ils arrivent, ils croient qu'ils ont raison tout seuls et qu'ils ont besoin de personne. C'est vrai vis-à-vis des corps intermédiaires, c'est vrai vis-à-vis des partis politiques. Moi, le défi, en réalité, pour La République En Marche, c'est d'être capable d'écouter la société, ça ne veut pas dire de lui céder, d'écouter des partenaires politiques libres comme nous pouvons en être. Nous voulons une liberté, mais quand il y a des propositions qui viennent et qui ne sont pas exactement ce que vous pensez au départ, je pense qu'un gouvernement serait bien inspiré de l'écouter. Quand on regarde les Républicains à l'époque, l'UMP, ou les socialistes, ils n'ont jamais su faire ça. On nous parle d'un nouveau monde, eh bien prouvez-nous que c'est un nouveau monde, soyez capables d'écouter les corps intermédiaires et également des gens qui ne vous veulent pas de mal en politique, mais qui ne veulent pas avaler les couleuvres. Il y a un nouveau monde, en l'occurrence, c'est sur la hauteur des privatisations, savoir si oui ou non il faut privatiser. A priori, ça serait les premières, ADP, l'aéroport de Paris, Paris Aéroport de Paris, et la Française des Jeux. Vous êtes donc député Seine-Saint-Denis. La privatisation de l'ADP, des aéroports, ça vous paraît une bonne chose? Ça vous paraît indispensable ou ça vous paraît, comme les autoroutes en son temps, donner une vache à lait à un secteur privé? Alors je veux regarder attentivement ce que ça nous rapporte annuellement. Parce que l'erreur sur les autoroutes, nous l'avons dénoncé à l'époque, c'était Dominique de Villepin, c'est d'avoir vendu une société, pas très chère en plus, des sociétés qui rapportaient beaucoup plus à l'État chaque année. Donc si le calcul, c'est faire rentrer de l'argent tout de suite pour perdre de l'argent à long terme,
je préférerais. Et j'avoue que je ne sais pas sur ADP quel est le rapport. Sur les autoroutes, ça a été une erreur. Ouais. On a fait gagner beaucoup d'argent à des placements de capitaux. On a fait perdre beaucoup d'argent à l'État. ADP, c'est une des participations les plus rentables Oui, de l'État. Nous serons donc évidemment Mais le vigilants. côté monopole, le fait que ça soit la porte, c'est par là qu'arrivent les voyageurs. À Paris, évidemment, il y a d'autres aéroports sur l'ensemble du territoire. C'est le deuxième point. C'est le deuxième point sur lequel je voulais venir, c'est qu'il y a privatisation et privatisation. Il y a ouverture du capital et il y a perte de contrôle de l'entreprise lorsqu'elle représente des intérêts stratégiques. Et dans le cas d'ADP, et je suis moi-même député d'un territoire, l'aéroport du Bourget, l'aéroport de Roissy, qui est très impacté par ADP. Dans le cas d'ADP, c'est évidemment stratégique pour la France. C'est par là que rentrent 95% des passagers aériens du monde. Vous seriez favorable justement que ça soit le conseil le régional, soit peut-être les départements prennent une participation au sein d'ADP, de Paris Aéroport. Oui, qu'ils prennent une participation, ça ne me dérangerait pas. Je pense quand même que la stratégie d'accès à la France, ça concerne l'État et donc il doit conserver une capacité de contrôle, même s'il n'a pas forcément l'obligation d'avoir la totalité du capital. Oui, sur le principe de privatisation, sinon haute privatisation ou cession de cession de titres, de la part de l'État, vous êtes plutôt favorable. Oui, parce que l'État n'a vocation à être présent dans une entreprise que quand les intérêts stratégiques de la nation sont en cause. Ça peut être le cas à ADP, c'est le cas dans un certain nombre d'entreprises d'armement, de technologies importantes, sensibles, etc. Mais on n'a pas besoin d'un État qui soit partout. Surtout, d'autant plus qu'en général, on ne peut pas dire que économiquement, il est très agile et très inventif. Ouais. Un mot, peut-être dernière question, un mot sur la Russie. Il y a donc l'élection. Justement, la question, c'est est-ce qu'il y a une élection ou pas de Vladimir Poutine, dans tous les cas? Est-ce que pour vous, c'est une élection? Est-ce qu'il faut des sanctions, notamment de la part de l'État français? C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron dans le cadre de cette affaire, vous savez, d'espionnage en Grande-Bretagne. Est-ce que vous pensez qu'il faut des sanctions vis-à-vis de la Russie? D'abord, je pense qu'on ne peut pas appeler ça une élection quand le sortant choisit les candidats qui peuvent se présenter et ceux qui ne peuvent pas se présenter, qu'il élimine son principal concurrent et que les médias sont intégralement tenus par le pouvoir en place. Est-ce que ça veut dire que Vladimir Poutine n'a pas une légitimité populaire ou une vraie force populaire derrière lui? Attention, je pense qu'il a et qu'il représente quelque chose en Russie. D'abord parce que la Russie s'est effondrée à la fin de l'Union soviétique, qu'ils ont eu un président plus que contestable, légèrement alcoolisé, qui était M. Yeltsin, à qui il a succédé et qu'il a reconstruit. Mais il faut remettre les choses à leur place quand vous parlez de sanctions. D'un mot, pour conclure. D'un mot. La Russie, c'est un PIB qui se place entre l'Espagne et l'Italie. C'est un petit pays, mais c'est une grande puissance militaire. Et donc, il y a besoin, pour le compte, de discuter avec lui, de mon point de vue, plutôt, et même durement, plutôt que de le sanctionner. Merci Edwige Chevrillon, merci beaucoup Jean-Christophe Lagarde d'être venu répondre à des questions. Restez avec nous parce que dans un instant, je reçois Julien Drey, conseiller régional du Parti Socialiste pour la région Île-de-France. On va évidemment parler du Parti Socialiste et au fait, c'est quoi l'avenir du Parti Socialiste? À tout de suite.